Alors sur Las Vegas et le CES Las Vegas, on a un tassement sur la partie start-up et la présence des start-up au CES Las Vegas d'à peu près 25%. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a une montée en puissance de la santé des start-up en e-santé de 25% aussi. Donc l'équilibre est assez étonnant. Et les derniers chiffres qui sont sortis, notamment avec le rapport d'Olivier Ezrati, c'est de montrer qu'effectivement l'ensemble en fait, des startups e-santé représente effectivement cette poussée véritablement sur la présence et ça devient quasiment le premier secteur. La brique qui manque aujourd'hui sur les startups ou ces éditeurs ou fabricants déjà installés, c'est effectivement réellement le passage avec la patientèle et le parcours du patient. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, et notamment cette année. Ce qui a été très révélateur, c'est deux choses. C'est que les startups qui ont été primées, ce sont celles qui se connectent à des systèmes d'information d'insurtech, tout ce qui est assurance, de praticiens ou de pharmacie, et qui ont réellement un travail de fond quasi scientifique, peut-être pas toutes, mais quasi scientifique effectivement pour amener un réel suivi du patient. Et l'autre point révélateur, c'est le mobile. Mais tout passe par le mobile. Ce n'était pas une habitude dans la santé, c'est devenu réellement une habitude aujourd'hui. On n'est pas encore à étudier pour le milieu de la santé la 5G pour opérer à distance via des robots, etc. On est vraiment sur des éléments qui permettent aux patients de se servir des outils les plus modernes, voire aux praticiens de se servir des outils les plus modernes. C'est certainement dû à une vision très claire des startups du marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des gens qui n'utilisent que leur smartphone pour faire des démarches administratives. Alors sur les règles de sécurité, ça rentre dans le suite logique de tout ce qui se formalise en questionnement au niveau des États-Unis par exemple, et de ce qu'a fait la France dans la rationalisation des choses. Quand on attaque le milieu hôpital ou clinique en France, on se rend compte qu'il y a un gros effort à faire sur l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de faire communiquer les systèmes entre eux et de rationaliser une sorte de store, de boutique où les gens et les professionnels peuvent venir choisir des choses. Donc cette rationalisation de gros applicatifs ou d'interopérabilité va permettre d'avoir aussi une grille de lecture plus simple pour les startups. Quand vous ne sortez pas d'une expérience avec le milieu hospitalier ou clinique, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quelles sont les règles, quels sont les fichiers effectivement de référence ou les formats de référence. Donc vous pouvez faire effectivement la plus belle des applications. Si elle ne s'interconnecte pas ou si elle n'intègre pas effectivement un flux d'informations, un système déjà établi ou en cours de création, vous êtes perdu. Ça ne passera pas, ça ne rentrera pas. Ça va être compliqué de faire, si j'emploie des mots du marketing, un taux de pénétration du marché. C'est vraiment cette interconnexion avec les systèmes d'information et vos premières expériences avec les praticiens d'à côté et les systèmes d'information qui doivent permettre effectivement de trouver le bon équilibre et de permettre vraiment de déployer la solution. J'entends déjà certaines startups qui disent « oui, mais moi je n'en ai pas besoin, j'ai une plateforme indépendante ». Il faut juste se rappeler qu'une marque dans l'ensemble du marché ne se crée pas du jour au lendemain. Généralement, le praticien va attendre effectivement, lui, des côtés scientifiques, réels par rapport au patient, parce que si on utilise des systèmes innovants pour suivre le patient, pour le parcours du patient, pour le suivi de la patientèle, ça va être effectivement l'engagement professionnel du praticien. Le praticien doit être sûr de la publication scientifique qui a été derrière et que ça a été confirmé par ses pairs ou par lui-même. Ce n'est pas parce que vous faites un suivi du sommeil par exemple ou du cycle de sommeil de la personne que la donnée est fiable et valide. Dans des systèmes déjà établis, on se pose régulièrement la question de savoir si la donnée est bonne. Et c'est le même principe. Vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous avez des vies entre les mains.